Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Thierry Ginès, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes historien de la psychiatrie, vous êtes essayiste également. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont une biographie de Victor de l'Aveyron. Ça n'est pas sans lien avec le thème que nous allons évoquer aujourd'hui. Et vous nous revenez avec un passionnant récit à dimension historique, mais aussi autobiographique. Souviens-toi de moi dans les ténèbres, aux éditions Les Impliqués Éditeurs, donc dans le groupe L'Harmattan. C'est un livre absolument passionnant, où vous recherchez dans les failles d'une mémoire familiale, brisée par la mort très précoce de votre père, qui est mort dans les combats de l'Indochine le 11 janvier 1952. Vous étiez alors âgé de 3 ans, 3 ans et demi. Donc c'est effectivement une mort très précoce. Vous n'aviez pas encore fêté votre 4e anniversaire. Une mort très précoce. On va y venir évidemment dans un instant, car cela innerve l'ensemble du récit. Mais on peut partir, si vous voulez, aussi d'un aspect plus historique. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où nous essayons en France, cas un cas, de reconstruire un récit national un petit peu cohérent, avec de la difficulté, pour plein de raisons que nous allons évoquer ensemble. Docteur Thierry Ginès, au micro de Radio J. Est-ce que vous avez le sentiment que nous nous apprêtons, d'une manière ou d'une autre, dans les mois qui viennent, à l'occasion des 70 ans, de la bataille de Dien Bien Phu, à faire une place, la place qui lui revient à la mémoire de la guerre d'Indochine, qui est un petit peu oubliée actuellement? Je ne sais pas si on se prépare à faire une place glorieuse, ou en tout cas une place à la mémoire des 30 000 soldats qui y sont morts. Soldats tous, faut-il le rappeler, qui étaient tous des engagés. Il n'y avait pas d'appelé du contingent en Indochine. Ouais. Alors je pense en tout cas que Radio J y est prête. Tout simplement parce Qu'est-ce qui vous laisse penser que Radio J est prêt à faire cette place? Parce que nous sommes ici à 50 mètres de la place de Narvik, qui est la seule bataille française gagnée contre les Allemands en 1940, qui est juste en dessous de l'endroit d'où nous parlons, qui est le siège de Radio J. Et ce qui, d'ailleurs, pour moi, se double d'une mémoire personnelle, puisque les 2 bataillons de la 13e DBLE qui étaient à Narvik étaient commandés par le commandant à l'époque, puis colonel Monclar, qui m'a remis quelques années plus tard la médaille de la Légion d'honneur de mon père dans la cour d'honneur des Invalides. J'avais 5 ans. Absolument. Et c'est d'ailleurs une photo qui figure en couverture de votre très beau livre « Souviens-toi de moi dans les ténèbres », un récit à dimension historique, mais aussi autobiographique. On commence par la dimension historique, qui est, j'allais dire, la plus universellement connaissable. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, au fond, que la France d'aujourd'hui fait une place, la place qui lui revient, à ces guerres de la décolonisation qui ont été, c'est vrai, absolument tragiques pour de très nombreuses familles françaises, de colonels ou de lieutenants-colonels, comme l'était celle de votre père? Non, je pense que c'est une guerre perdue, faut-il le rappeler. Bien sûr. C'est une guerre perdue. Et vous pensez qu'au fond, comme on le dit de façon rabâchée, mais l'histoire est en partie écrite par les vainqueurs du moment? Oui, l'histoire est bien sûr toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. C'est vrai dans la vie militaire, c'est vrai dans la vie personnelle en général. Vous le pensez? Ah, la littérature est faite de cela. D'accord. La littérature est faite de cela, bien sûr. La littérature n'est pas une puissance d'appel, justement, contre le récit des vainqueurs et son injustice? Oui, elle peut l'être. Oui, elle peut l'être. Mais c'est quand même un hymne à ce qui vous arrache au-dessus de la mort, la littérature. C'est vouloir croire que la vie triomphera de tout. Nous savons bien que c'est la mort qui triomphe de tout au bout du compte. Ça, vous nous le dites carrément ce matin à Radio J. Oui. Enfin, cela ne veut pas dire que il n'y a pas d'espérance possible. Non pas d'espérance qu'un jour, nous ne mourrons plus, en quelque sorte, de nos batailles personnelles ou de nos batailles collectives. Ça, il faut pas rêver pour les batailles collectives. Depuis que le monde est monde, les hommes s'entretuent.
et continueront probablement, sous la poussée de la pulsion de destruction, comme disait Freud, continueront à s'entretuer avec des éclaircies et avec des personnes et des personnalités particulières qui tenteront d'arracher leurs concitoyens au-dessus de ces pulsions guerrières qui n'en finiront jamais. Alors nous sommes ensemble, Thierry Ginès, vous êtes historien de la psychiatrie, vous êtes essayiste également. Nous parlons de votre nouveau récit événement, Souviens-toi de moi dans les ténèbres, aux éditions Les Impliqués Éditeurs. Il est sorti il y a quelques jours, chacun peut se le procurer, c'est passionnant, avec cette double focale, à la fois extime et intime. On commence par le côté extime, j'en termine par là. Donc votre père, Paul Ginès, qui était un jeune lieutenant de la Légion étrangère, il est désigné pour rejoindre un contingent, un corps expéditionnaire français en 1950. Il va passer à peu près 1 an là-bas, jusqu'à sa mort. Vous êtes un tout petit garçon. Je ne vous demande pas si vous gardez un souvenir, évidemment, de cet appel. Par définition, non, pas un âge aussi... aussi tendre, voilà, absolument, merci pour le mot. En revanche, effectivement, il y a quelque chose qui est absolument passionnant, c'est la façon dont s'est construite la mémoire familiale. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir à lutter contre la chape d'un oubli, contre une sorte de chape de refoulement familial de celui qui a été votre père? Ah non, j'ai été écrasé, au contraire, par l'image du héros mort pour la France. Il faut dire que cette mort survient, vous l'avez rappelé, en 1952, le 11 janvier 52. Je n'ai pas encore 4 ans. Mon père était parti 2 ans auparavant, donc il est parti quand j'avais 2 ans. C'est comme s'il était mort à l'âge de 2 ans pour moi. Tout à fait. Donc l'annonce de sa mort arrive. Dans le camp militaire de Coët-Quidan, que nous habitions toujours depuis son départ, et cette mort vient bouleverser la trajectoire de notre famille. Absolument. Ma mère était à ce moment-là sans bagage autre que la première partie du baccalauréat. Elle avait échoué à la seconde partie. Bon, on va dire que c'était le cas de beaucoup d'épouses de l'époque, qui voilà, n'avaient pas forcément pensé à leur propre carrière, leur propre épanouissement professionnel, comme on le dit aujourd'hui, Thierry Ginès. C'est juste. Je pense que c'était aussi les stigmates, parce que ma mère n'était ni sotte, ni inculte. Elle était, comment on va dire, pour pas employer de termes boutique, enfin de ma boutique de la médecine, elle était tourmentée, on va dire. Voilà, c'était une personnalité tout à fait particulière qui n'était pas faite pour se trouver à la tête, à 29 ans, d'une famille de 5 enfants, dont la dernière n'a même jamais été prise dans les bras de notre père, puisque mon père est parti avant sa naissance, ma mère étant enceinte au moment de son départ. Voilà, donc effectivement, vous avez raison, vous avez grandi dans le souvenir de ce glorieux Français, mort pour la France, comme d'autres, bien sûr, mais en même temps, c'est une présence-absence, c'est-à-dire vous n'avez rien de concret, ne vous rattache en quelque sorte à l'homme qu'il était, et vous racontez d'ailleurs en ouverture de votre livre, vous racontez cette évocation de Serralongue. Il est originaire donc d'un petit village de la Catalogne, près de Prats de Mollo, pour ceux qui connaissent, dans les Pyrénées-Orientales. Et là, au fond, rien ne vous y rattache sensuellement à ce village. Vous y aviez été d'ailleurs tout petit garçon, mais rien ne vous y rattache. Et donc on se dit que, souviens-toi de moi dans les ténèbres, ce récit est aussi une sorte de triomphe, non pas sur la mort, mais sur l'oubli. Absolument. Alors, il faut peut-être que je dise un mot d'ailleurs du titre. Bien sûr. Ce livre ne s'est pas toujours appelé dans ma tête « Souviens-toi de moi dans les ténèbres ». Il a évolué entre le moment où vous l'avez écrit, il y a, je crois, 2 ans, d'après ce que vous m'avez dit. Voilà, on peut dire ça. Absolument. Et le moment de sa publication actuelle. Voilà. Oui. Et alors, évidemment, dans la vie, d'une manière générale, tout finit par s'entrecroiser. Le bateau sur lequel mon père est parti, c'est le fameux Pasteur, qui a servi au transport des troupes pour l'Indochine de 1945
à la fin de la guerre d'Indochine. Il faisait le voyage aller-retour, qui durait presque 3 semaines. Il se trouve que cet itinéraire qui passe par le canal de Suez, la mer Rouge, l'océan Indien, la mer de Chine, l'entrée dans la mer de Chine, c'est le même itinéraire que celui de Partage de Midi. Et Partage de Midi, vous ne l'avez pas oublié, se passe sur un bateau qui suit le même chemin. Et c'est l'histoire de 3 hommes et d'une femme. Le premier acte, il y a 3 actes. Le premier acte se passe sur ce paquebot dans l'océan Indien. Le deuxième se passe quelque part dans le sud de la Chine. Alors le premier, c'est l'un des hommes qui n'est pas le mari de cette dame, qui est ébloui sensuellement par cette femme. Le mari ne se rend pas compte des choses. Le deuxième acte se passe avec le troisième homme qui est sur le bateau, qui est à ce moment-là l'amant de cette femme. Et le dernier acte se passe enfin, si je puis dire, avec le premier homme du premier acte qui n'avait fait que être ébloui par cette femme, et ils vont mourir dans une maison en Chine pendant une bataille de guerre civile en Chine où la maison va exploser. Et la dernière réplique de cette femme désespérée, se tournant vers cet homme pour qui elle a tout été en n'étant pas grand-chose dès le début, puisque c'était une femme qui se laissait happer par tous les regards qui passaient. Cette femme lui dit « Mais tu vas me donner tout, je veux tout, en quelque sorte. » J'allais dire comme Sainte Thérèse, quand on lui demandait ce qu'elle voulait, la petite Thérèse, « Qu'est-ce que tu veux quand tu seras là ? Je veux tout, disait-elle. » Eh bien, c'est le cas de cette femme qui lui dit au travers du toit qui a été éventré déjà par un obus, mais donne-moi le ciel et la terre et souviens-toi de moi dans les ténèbres. Absolument. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'origine du titre de votre récit. Voilà. Souviens-toi de moi dans les ténèbres, qui paraît aux éditions Les Impliqués Éditeurs et qui est un récit, on le comprend, à la fois très autobiographique, mais également, bien sûr, très historique, puisqu'il relate les événements de la guerre d'Indochine, au travers desquels votre père a connu un destin héroïque, mais aussi une mort tragique qui vous a marqué très tôt dans l'existence. Thierry Gineste, nous venons de l'évoquer. Alors, cette quête, que je vais appeler mémorielle en quelque sorte, elle est assez ancienne dans votre existence. On peut dire qu'elle vous a escorté en gros depuis que vous êtes adulte. Et vous racontez notamment le sauvetage d'un manuscrit de votre père qui raconte le quotidien de son voyage vers l'Allemagne, sa participation aussi à la libération de la France. On peut dire qu'il est à ce titre doublement héros. C'est un héros de la guerre d'Indochine, mais il fut aussi un héros de la libération de la France en ses grades et qualités. Absolument. Il est en 2e année de faculté de lettres en 1939. Voilà, tout jeune homme. Tout jeune homme, et il se destine probablement, en tout cas au départ, à une carrière de professeur. L'un de son frère aîné sera instituteur. Enfin, on voit bien cette France profonde. Oui, et de la méritocratie républicaine, absolument, de la 3e. Hein, voilà. Absolument. Puisque son propre père était bûcheron dans les Pyrénées. Voilà d'où est issu mon sang, si je puis dire, comme on dit dans la tragédie du XVIIe siècle. Voilà. Donc des origines modestes en réalité. Tout à fait. Et l'ascenseur social républicain fonctionnait, Thierry Gineste, à cette époque, on peut dire ça comme ça. En tout cas, il a fonctionné pour ma famille, ça c'est sûr. Voilà. Donc mon père est en 2e année, son sursis en 1940 n'est pas renouvelé. Oui. Et il intègre une formation militaire qui est immédiatement interrompue par le fait, les EOR, les élèves officiers de réserve, oui. Puisqu'il avait un petit peu de bagage universitaire, il était dirigé, comme tous les autres d'ailleurs, avec un bagage universitaire, si petit fut-il, était dirigé vers les élèves officiers de réserve. Et cette qualité
va faire qu'il est immédiatement versé au ministère de l'Éducation nationale, où vont être regroupés dans des institutions du ministère de l'Éducation nationale, où vont être regroupés tous les appelés du contingent de la classe 40. Qu'est-ce que c'est la classe 40, juste pour nos auditeurs? La classe 40, on appelait classe à l'époque du service militaire, l'année dans laquelle vous étiez appelé au service militaire. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc les appelés au service militaire en juin 40 sont appelés, mais immédiatement démobilisés à la demande, ou plutôt à l'obligation des conditions de l'armistice. Absolument. Donc mon père va encadrer ces jeunes gens qui sont là entre deux états, en quelque sorte, entre leur appel au service militaire, leur démobilisation, mais ils vont quand même effectuer, je ne sais plus exactement, je crois que c'était les 2 ans de service militaire, qui devient un service purement civil. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre père, qui va rencontrer, je crois, pour la première fois De Gaulle le 20 mai 1945, donc bien après la libération de la France, est-ce qu'on peut dire qu'il était un gaulliste ardent Ah, ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, ça, je ne l'ai pas reconstitué. Même dans des conversations avec d'autres membres de votre famille, avec votre mère, par exemple, vous n'avez pas su ça? Alors, ça, je ne l'ai pas su par ma mère. Ce que je sais, c'est son itinéraire, son recrutement dans un réseau qui est le groupement Benoît, qui est tout simplement la partie clandestine du 1er régiment d'infanterie, qui était commandé par le colonel Bertrand, donc qui devient le groupement Benoît dans la clandestinité, et ce même colonel Bertrand devient Monsieur Bordure. Absolument. Bon, alors, je résume quand même ce que nous disons ce matin, Thierry Gineste, au sujet de votre itinéraire familial, ce père, héros de l'Indochine. Selon toute vraisemblance, il était quand même un ardent anti-vichysois. Ah, mais bien sûr. Bien d'accord. Et ça va être répété dans toutes les citations à partir de 1945. Il va bien sûr être décoré de la médaille militaire au titre de ses activités de résistant à l'intérieur de ce groupement Benoît. Absolument. Et ce groupement Benoît va devenir le premier régiment de l'armée française ressuscité au moment du débarquement. Alors je le montre parce que on le verra pas à l'antenne, mais on peut le voir à l'écran pour ceux qui le verront sur la vidéo. C'est vrai que ce petit garçon est extrêmement émouvant. J'allais dire pupille de la nation, à sa manière, sur un plan psychologique, pas sur un plan juridique. Mais il l'est sur un plan juridique. Oui, vous avez raison. Effectivement, avec une mère quand même. Oui, mais il est, le jugement du tribunal de Ploërmel déclare mes sœurs, pupille de la nation. C'est ça. Souviens-toi de moi dans les ténèbres. Donc un récit aux éditions Les Impliqués Éditeurs. D'ailleurs, après vous ferez, c'est vrai, une partie de votre scolarité à l'ombre des grandes institutions militaires de la République. Ce n'est pas un hasard. Donc ce petit garçon, évidemment, est très émouvant. Et c'est aussi un autre aspect du récit que nous évoquons ce matin avec vous, Thierry Gineste, vous êtes historien de la psychiatrie et essayiste. Souviens-toi de moi dans les ténèbres. L'un des aspects aussi, c'est comment grandit-on à l'ombre de ce géant absent. Vous l'avez tout de suite dit. Donc je vous pose la question, c'est vrai que ça doit être difficile de grandir dans ces circonstances-là, surtout quand s'ajoute une dimension qui est explicitée avec beaucoup de finesse et d'acuité psychologique, une dimension dysfonctionnelle de la famille. Oui. On grandit, je ne sais pas comment on grandit. J'ai grandi. Voilà. Vous avez grandi et vous êtes devenu médecin. Oui. Et vous avez choisi, à l'âge de 25 ans, de devenir psychiatre et historien de la psychiatrie, sous l'influence d'ailleurs de maîtres que vous évoquez au passage. Ce n'est pas un hasard non plus. Et de vrais maîtres. Qui ont été des maîtres dans ma discipline et des maîtres dans ma vie. Vous pensez que ça va ensemble ? Non, mais je veux dire, vous pensez que les admirations qu'on peut vouer à une figure tutélaire, intellectuelle, professorale, etc., ça va ensemble? C'est forcément des maîtres de vie aussi? En tout cas, si je pense à Paul Kramars, oui. Qui a été mon premier patron de psychiatrie
quand j'ai été reçu à l'internat. Paul Kramars était un homme tout à fait extraordinaire pour moi. Il faut dire que... Il a été il a été une figure anaclitique, comme on dit chez les psychiatres. Alors, c'est-à-dire, il vous a permis un étayage. Ça a sûrement été un étayage, oui, dans ma vie, sûrement. Mais lui-même, je le raconte dans ce livre, lui-même a fait partie d'une rafle. Lorsqu'il arrive au guichet du Louvre où il y a un premier tri, un policier lui dit, c'est lui-même qui me l'a raconté, très très ému, lui dit, il est avec sa maman, et évidemment séparé tout de suite de sa maman, et le policier lui dit, pars en courant, ne te retourne pas et ne rentre pas chez toi. Et il se débrouille pour retrouver son petit frère qui était accueilli déjà dans une colonie d'enfants juifs. Il traverse la France, la ligne de démarcation, et il va traverser toute cette enfance pour finalement devenir médecin, lui aussi. Et il a eu une chance extraordinaire, comme j'ai eu, de rencontrer des gens comme lui. Lui, il se présente au concours de l'internat et il est reçu à l'écrit. Et il avait préparé l'internat avec un collègue, un camarade protestant. Il se trouve que le camarade est collé à l'écrit et lui, donc reçu. Le camarade est le neveu de la présidente, cette année-là, du jury de l'internat. Elle demande à voir Paul Kramars, et il arrive dans son service. Elle est en train de se brosser les mains puisqu'elle va opérer. Elle ne se retourne pas, elle le voit dans la glace, puisqu'il arrive de dos dans le lavabo du service. Elle regarde comme dans un rétroviseur et elle lui dit « Je sais qui vous êtes, demain vous serez reçu. » C'est incroyable. Très émouvant. Une divination très émouvante. Souviens-toi de moi dans les ténèbres. C'est votre récit, nous l'avons longuement évoqué, c'est passionnant. Alors, je vais finir là-dessus. Il y a une dimension dysfonctionnelle dans votre famille, je passe sur les détails, oui. Mais disons... voilà, il y a une forme de perversité d'un certain nombre de membres de votre entourage familial direct, ce qu'on appelle un côté borderline, je n'entre pas dans les détails. Les psychiatres connaissent ces termes, vous les utilisez, j'imagine, dans votre pratique professionnelle. Passons. Ce qui est intéressant, c'est vous. C'est comment on se construit au milieu de ces roseaux en partie brisés. Et est-ce que vous croyez aux théories actuelles qui fleurissent dans les médias, sur lesquels les journalistes dégoisent beaucoup, ils font beaucoup de cas de ces théories, notamment les théories dites de la résilience psychologique, Thierry Gineste? Alors, je pense qu'on ne se guérit pas des traumatismes de la petite enfance. On ne se guérit pas de ne pas garder un souvenir à peu près précis de son père et de sa mère. C'est ça, même quand il s'agit d'un des deux parents. Hein. Oui, absolument, façon, voilà, c'est des deux parents. C'est un traumatisme en quelque sorte insurpassable. C'est un trou dans la trame, en quelque sorte. Dans la trame de l'existence. Absolument. Alors on fait comme on peut. J'ai su très tôt, je le raconte d'ailleurs dans ce texte, j'ai su très tôt que je ne devais compter que sur moi-même. Ça, vraiment. Oui. Vraiment. Je me rappelle le jour de mon entrée en pension, puisque quand même, mon père meurt, j'ai 4 ans, et ma mère qui avait, comme je l'explique, envie d'aller danser, ce qu'on peut comprendre, 29 ans. Changer les idées. Oui, voilà. De ne pas rester dans le deuil, le chagrin, la rumination, absolument. À envoyer tous ses enfants en pension. Donc j'y suis entré à 6 ans, en cours préparatoire, dans un orphelinat militaire, jusqu'en classe de 7e. En 7e, j'ai passé les concours pour entrer dans les lycées militaires. Je suis rentré au Prytanée militaire de la Flèche, qui a été
point de vue de mes études, une chance pour moi. Ne serait-ce que parce que, ça paraît être une anecdote, mais parce que les professeurs que nous avions, enfin beaucoup de nos professeurs, étaient des jeunes normaliens qui effectuaient leur service militaire. Alors cette conversation est passionnante, malheureusement nous avons des formats, je suis désolé ce matin, Thierry Gineste sur Radio J. En un mot donc, on va dire qu'il y a eu socialement, professionnellement, des réussites successives qui commencent au lycée, qui s'achèvent ensuite par vos études, vos brillantes études, vous devenez un psychiatre, vous avez pignon sur rue, vous faites une belle carrière aussi dans votre domaine professionnel. Néanmoins, il y a une béance qui reste. Et qui est expliquée, qui est illustrée plutôt par mes choix de publication, puisque je suis devenu le biographe de Victor, qui est un enfant abandonné. Absolument, plus abandonné que vous quand même. Plus abandonné que moi, et en plus, on avait tenté de l'égorger. Il avait une cicatrice d'égorgement sur le devant de la gorge. Nous n'avons pas pu faire le tour de ce livre foisonnant, mais je crois qu'on aura donné quand même envie à beaucoup d'auditrices, beaucoup d'auditeurs de Radio J de le lire. Souviens-toi de moi dans les ténèbres, les impliqués éditeurs. Merci beaucoup Thierry Gineste d'avoir fait un tour par Radio J. Et on vous souhaite un très bon Shabbat. Merci Alexis, et à toi aussi. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.